Le feu ne fonctionne pas. Je passe avant ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que je passe avant ce poids lourd? Quand le feu ne fonctionne pas, on doit regarder la signalisation. Enfin, là, vous avez un panneau et un panonceau. Alors, le panonceau qui concerne là les cyclistes s'ils veulent tourner à droite. Donc, nous, ça ne nous concerne pas. Nous, celui-ci nous concerne par contre. Le panneau céder le passage. Donc, quand les feux ne fonctionnent pas, on doit se référer à la signalisation, que ce soit panneau ou marquage au sol. On n'a pas de marquage au sol, mais on a un panneau qui nous dit céder le passage. Donc, je dois céder le passage à gauche et à droite. Donc, je passe après le poids lourd. Donc, le feu ne fonctionne pas, je passe avant le poids lourd. Non, c'est après. Réponse B. Les voitures peuvent me voir facilement. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Le problème, vous voyez, c'est que ici sur le trottoir, vous avez des buissons pour décoration sur le trottoir. Et ce qui fait que le piéton, là, il a un manque de visibilité pour s'engager et il va devoir se déporter. Si le piéton a un manque de visibilité, forcément les voitures qui arrivent en face, elles aussi, auront un manque de visibilité. C'est même encore pire parce qu'elles ont d'autres choses à surveiller autour d'elles. Donc, quand vous êtes en voiture et que vous voyez qu'il y a des obstacles qui cachent la visibilité sur les trottoirs, vous devez être encore plus prudent parce qu'un piéton peut déboucher derrière ces obstacles et vous allez être très très surpris. Vous allez voir, ça arrive très vite. Donc, c'est à vous d'adapter votre comportement aussi. Donc c'était réponse B. Un vent latéral violent est dangereux lors du dépassement d'un poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tracte une caravane. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand vous avez du vent qui est latéral, eh bien, s'il vient de ce côté-là, par exemple, à partir du moment où vous allez arriver à hauteur du camion, vous n'aurez plus de vent. Et puis, dès que vous allez finir de le dépasser, vous allez retrouver du vent. Donc, évidemment, quand on dépasse un poids lourd, il faut faire attention. Si je tracte une caravane, je suis beaucoup plus sensible au vent. Donc là, c'est pareil, que je dépasse ou pas, il va falloir que je fasse plus attention, donc c'est plus dangereux. Donc réponse A et C. À cette intersection, je bénéficie de la priorité de passage. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Donc on regarde la signalisation. Nous, on n'a rien. Mais par contre, ici, il y a quelque chose. Alors, il y a un panneau stop qui est mis, mais il est toujours mis à l'avance de manière à ce que les voitures puissent le voir arriver. Parce qu'après, dans l'arrondi, il sera caché par l'arrondi et par le mur. Donc, le stop est toujours mis à l'avance du parquage au sol. Mais là, on voit bien la bande de stop. Donc, je bénéficie de la priorité de passage. Vraie réponse A. Je peux être verbalisé si j'utilise la bande d'arrêt d'urgence en cas de panne de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes d'arrêt d'urgence ne sont à utiliser que en cas de force majeure.
On a le droit de s'arrêter que dans ces conditions-là. Une panne d'essence, c'est prévisible. Si je rentre sur l'autoroute avec que 10 km d'autonomie, par exemple, là, c'est de ma faute. J'ai pas anticipé mon entrée sur l'autoroute. Donc là, je suis amendable. Donc je peux être verbalisée. En effet, réponse A. Si je reste dans cette voie, je vais emprunter l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. On peut voir qu'il y a un panneau avec deux flèches. La flèche de droite, tout est bleu, donc je vais me diriger sur l'autoroute si je reste dans cette voie-là. Donc c'était réponse A. La prochaine rue à droite est accessible. Oui, réponse A. Non, réponse B. À sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau veut dire que c'est une voie sans issue. Ça veut dire que c'est une voie normale, mais qui ne mène nulle part. Donc j'ai quand même le droit d'y aller, sauf qu'au bout d'un moment, je ne pourrai plus avancer. Et non, elle n'est pas en sens unique, parce que d'ailleurs, je ne pourrais plus ressortir si elle était en sens unique. Donc je peux y rentrer et y ressortir sans problème. Donc c'était réponse A et D. Dans cette situation, je maintiens mon allure. Réponse A, je ralentis. Réponse B. On peut voir qu'on rentre dans une zone 30, donc je dois être limité à partir de ce panneau-là à 30 km/h. Si je regarde mon compteur, je suis bien limité à 30 km/h. Donc on pourrait se dire que tout va bien. Mais si on observe un petit peu ce qui se passe, là on peut voir que devant, il y a toute une file de véhicules et que la voiture qui est devant est en train de freiner. Donc si elle est en train de freiner, elle va peut-être s'arrêter. Donc moi, je vais devoir anticiper, parce qu'il faut toujours anticiper un maximum quand même, et je vais donc commencer à ralentir. Même si je roule déjà à 30 km/h, je vais lâcher l'accélérateur pour décélérer et pour avoir un changement d'allure qui est le plus tôt possible. En plus de ça, ça sera plus économique. Donc c'est réponse B. Dans cette situation, je peux quitter mon stationnement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mettre mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc si on observe bien autour de nous, on peut voir dans le rétroviseur intérieur un motard qui arrive. Ce qui fait que je ne peux pas quitter mon stationnement maintenant. Donc là, c'est réponse B. Est-ce que je peux mettre mon clignotant? Non plus. Si je mets mon clignotant dans cette situation, le motard risque d'avoir peur parce qu'il va croire que je m'engage. Je ne mets un clignotant que si je peux m'engager. D'accord? Donc je vais attendre que toutes les bonnes conditions soient réunies pour mettre mon clignotant. Là, c'est pas le cas. Il y a encore un usager qui arrive dans mon rétroviseur. Donc c'était réponse D, B et D. Dans le cadre du permis B, la hauteur de ma remorque peut dépasser la hauteur de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, bien sûr, la remorque peut dépasser la hauteur du véhicule, hein, sans problème. Donc là, c'était réponse A. Dans cette voie, je pourrais régler par carte bancaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je pourrais régler en espèces. Oui, réponse C.
Non, réponse D. Pour savoir si on peut régler en carte bancaire ou en espèces, il faut regarder la signalisation qui est au-dessus des voies de sortie d'autoroute au niveau des péages. Et là, ça vous indique tout. Alors, T, ça veut dire télépéage. Avec la flèche verte, c'est la voie ouverte. Alors, je vais vous mettre un petit document pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, quand vous avez une voie ouverte, vous avez la flèche verte. Mais ça veut aussi dire que tous les moyens de paiement sont acceptés. Pièces, billets, chèques. La croix rouge, comme ici, là, vous voyez, la voie, elle est fermée. Là, vous avez uniquement, je vous déplace un petit peu, vous avez uniquement la flèche verte. Donc, vous savez que tous les moyens de paiement sont acceptés. Sur la voie de droite, là où nous sommes, eh bien, on sait que nous avons aussi le télépéage qui est autorisé aussi, en plus. Voilà. Donc, la réponse. Dans cette voie, je pourrais régler par carte bancaire, oui. Je pourrais régler en espèces, oui. Donc, c'était réponse A et C. Ma voie est totalement encombrée. Je peux franchir la ligne continue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit que, vous voyez, hein, ça c'est ma voie, normalement ici, je suis censé circuler là. Mais au bout d'un moment, là, la neige, là c'est ma bande blanche, et la neige, elle arrive ici. Et moi, je vois même plus la bande blanche. Donc, je n'ai plus de voie. Ma voie s'arrête ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je franchis ma bande blanche ou pas? Bien, là, ça fait partie des cas particuliers. Là, j'ai pas le choix. Je dois franchir la bande blanche. Parce que il existe quand même quelques circonstances dans lesquelles j'ai le droit quand même de franchir une ligne continue. Et c'est toléré. On va dire que c'est exceptionnellement toléré. Donc ça veut dire quoi, toléré? Ça veut dire que c'est pas inscrit dans la loi, mais il y a quand même une tolérance par rapport à ça. Donc le dépassement sur une ligne continue est permis en cas de présence d'obstacles. Donc un obstacle, ça peut être quoi? Ça peut être un rocher de montagne, ça peut être un véhicule en panne sur la chaussée. Vous n'allez pas attendre que le dépanneur arrive dans 2 heures pour pouvoir justement après passer, d'accord? Donc un obstacle, ça peut être donc un rocher, un véhicule arrêté sur la chaussée, un chantier, hein, des travaux, ou aussi ici, comme cette situation. Ça, on peut considérer que c'est un obstacle sur la chaussée. Donc là, vous avez vu le gros tas de neige, là, la hauteur de la neige, on peut pas pousser la neige pour circuler dans cette voie-là. Donc c'est un obstacle. Donc là, c'était réponse A. Un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière, oui, réponse A, non, réponse B. À l'avant, oui, réponse C, non, réponse D. Donc la réglementation pour le chargement sur le toit, c'est que on n'a surtout pas le droit de dépasser à l'avant du véhicule, d'accord? Donc on ne doit pas dépasser le pare-choc avant. Mais à l'arrière, on a le droit de dépasser. Il y a une réglementation qui est particulière à l'arrière, à savoir que si votre chargement dépasse les 1 mètre à l'arrière, il va falloir que vous mettiez un dispositif réfléchissant à l'extrémité, homologué, hein, et puis il doit être complété par un feu rouge allumé la nuit, qui doit être visible à 150 mètres par temps clair. Donc la question était, un chargement sur le toit peut dépasser à l'arrière? Oui, on peut dépasser. On a vu qu'au-delà des 1 mètre, il fallait un équipement particulier. Et à l'avant, c'est interdit. Donc là, puisque à l'avant c'est interdit, ça va être la réponse D. Donc A et D. En cas de choc à 70 km/h,
Je peux me retenir simplement à la force des bras. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'entends souvent la fausse idée de dire que en cas d'accident, je suis assez fort pour amortir le choc moi-même. Je me cramponne au volant ou au poignet et puis c'est bon. Ou alors je peux tenir mon gamin qui est dans les bras, qui n'est pas ceinturé. Il faut savoir quand même que les muscles des bras ne peuvent pas résister à une force de plus de 25 kg en moyenne. D'accord? C'est quasiment rien, 25 kg. Donc 25 kg. Admettons, vous pesez 75 kg et que vous vous tapez à 50 km/h, uniquement 50 km/h, un mur, et ça correspond à une force de 2 tonnes. C'est énorme, 2 tonnes. Alors, vous voyez bien, vos bras qui sont capables de retenir à peu près 25 kg ne font pas le poids face à une force de 2 tonnes. Par contre, la ceinture, elle est capable de résister justement à ces forces-là. Elle est capable de résister à peu près à 3 tonnes environ. Donc les poignées latérales ou le volant, ça ne servira à rien de plus puisque vous n'avez pas la force nécessaire pour vous retenir. Vous allez être projeté, vous allez traverser le pare-brise et puis vous risquez d'y rester. Donc c'est réponse B. En sortant de ma voiture, mon passager avant doit ouvrir sa portière de préférence avec la main gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir se retourner beaucoup plus facilement. Si j'utilise ma main droite, je n'arriverai pas à me retourner réellement pour voir ce qui se passe dans l'angle mort, par exemple. Si j'ouvre avec ma main gauche, je verrai beaucoup mieux parce que je vais pouvoir me retourner beaucoup plus amplement de manière à voir ce qui se passe dans l'angle mort. Donc là, c'était réponse A. Je tourne à droite, je dépasse ce cycliste immédiatement, réponse A. Après l'intersection, réponse B. Alors, c'est pareil, dans la petite formation, pour ceux qui l'ont vu, je vous ai posé la question, dans quel cas on peut se dépasser les cyclistes, et je vous avais donné quelques petits conseils par la même occasion. Donc maintenant, on va répondre à la question, est-ce que je peux, moi, si je tourne à droite, dépasser ce cycliste immédiatement? Eh bien, on évite toujours de dépasser un cycliste dans une intersection. Sauf si on a une super bonne visibilité autour de nous, c'est-à-dire qu'on voit bien dans notre environnement. Là, c'est pas le cas parce qu'en ville, il y a tellement de choses à regarder qu'on ne peut pas anticiper ce qui se passe. Et puis, si on a aussi l'espace nécessaire pour le faire. Là, on est en ville, donc ça va être aussi compliqué de pouvoir s'écarter correctement, puisque de l'autre côté, quand on va tourner, je vous dessine l'intersection, le cycliste, il est en train de tourner, donc il est ici. Et puis de l'autre côté, il y a le feu qui est là, donc il y a une intersection qui est là. Peut-être qu'il y aura des voitures où on ne voit pas on voit pas s'il y a une voiture pour l'instant. Mais nous, quand on va arriver d'ici, hop, il va falloir s'écarter pour faire, vous savez, en ville au minimum 1 mètre, et donc on va se retrouver bloqué avec peut-être ce qu'il y aura en face. Donc il ne faut surtout pas dépasser dans une intersection. Je vais attendre que le vélo se retrouve un peu plus loin pour voir si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir le dépasser. Donc là, c'était réponse B. Je dois désactiver le limiteur de vitesse avant de m'engager dans cette agglomération. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Alors, le limiteur de vitesse, en fait, c'est une aide à la conduite qui permet de pas dépasser une vitesse qu'on a programmée.
Mais vous allez conduire normalement. Par exemple, si vous êtes sur une boîte manuelle, vous allez pouvoir changer votre rapport de vitesse sans que ça perturbe votre limiteur de vitesse. Il sera toujours, par exemple, si vous êtes en agglo, limité à 50 km/h. D'accord? Vous allez pouvoir freiner, ça ne désactivera pas non plus le limiteur de vitesse. Dès que vous allez réaccélérer, ça bloquera la voiture à 50 km/h. Donc même en accélérant, finalement, il ne sera pas possible de dépasser cette vitesse. Sauf si j'accélère à fond, dans ce cas-là, ça débloque temporairement le limiteur de vitesse. Donc finalement, je peux utiliser ce limiteur de vitesse dans toutes les situations, même s'il y a du trafic. Le fait de lâcher l'accélérateur, de freiner ou autre, ça ne m'empêche pas d'être très réactif sur la mécanique voiture et d'éviter d'être en excès de vitesse. D'accord? Tout simplement. Donc je peux l'utiliser partout. Ça, il faut bien vous le dire. Le limiteur de vitesse, c'est partout. Donc il n'y a aucune obligation de désactiver ce limiteur avant de rentrer dans cette agglomération. Donc c'était réponse B. Le feu est rouge. Je m'arrête juste derrière la voiture de devant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, le feu est rouge, la voiture s'est arrêtée. Donc moi, si je m'avance ici, je vais me retrouver au niveau de l'intersection. Donc si je m'avance là, je suis là. Entre-temps, là, vous voyez la voiture qui est ici, là. Si elle avance et qu'elle veut tourner dans cette rue-là, moi, je bloque la circulation. Donc je fais un bouchon, je crée un bouchon. Je ne dois jamais m'arrêter au niveau d'une intersection. Si c'est arrêté devant, je ne dois pas l'encombrer. Donc je m'arrête maintenant. Donc le feu est rouge, est-ce que je m'arrête juste derrière la voiture de devant? Non, réponse B. Le premier acte sur les lieux d'un accident est d'alerter les secours, réponse A, de protéger les lieux, réponse B, de secourir les blessés, réponse C. Donc la première chose à faire quand on arrive sur les lieux, c'est de protéger. Donc on sécurise les lieux pour éviter qu'il y ait un nouvel accident, donc un suraccident. Donc qu'est-ce qu'on fait? On allume les feux de détresse, on met le gilet de sécurité, on met le triangle de présignalisation, vous vous rappelez, à 30 mètres au moins de l'accident. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais évaluer l'état général des victimes pour pouvoir alerter. Donc une fois que j'ai protégé, que j'ai observé l'état des victimes pour appeler, pour alerter, je vais ensuite pouvoir secourir. Et ça doit se faire vraiment dans cet ordre-là. Donc le PAS, c'est un moyen mémotechnique de retenir. PAS, P-A-S, protéger, alerter, secourir. Donc la première chose à faire, c'est de protéger les lieux. Réponse B. Cette signalisation impose de mettre les chaînes à neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'être équipé de pneus neige sur les 2 roues motrices. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ce panneau-là, vous allez le rencontrer, vous l'aurez pour la période hivernale. La période hivernale, ça sera du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Et puis ça va se situer dans les départements qui sont situés dans les massifs montagneux. Ça peut concerner plusieurs villages, enfin il y a toute une zone dans chaque département. Dans ces départements-là, il y aura toute une zone où on va rencontrer ce panneau-là. Alors si vous voulez plus d'informations, il suffit que vous alliez sur le site de la sécurité routière et puis là, ils vont vous mettre toutes les zones obligatoires, les zones où vous allez rencontrer ce
panneau-là, ça vous permet d'anticiper un petit peu et de vous équiper en conséquence. Dans les lieux où il y aura ce panneau-là, les usagers de la route auront le choix entre détenir des chaînes à neige dans leur coffre, c'est pour ça que c'est mis dans une petite valise. Vous devez posséder des chaînes à neige que vous devez mettre au moins sur les 2 roues motrices ou être équipé de pneus hiver. Donc pendant cette période hivernale, vous devez avoir 4 pneus hiver au moins sur votre véhicule. Ça c'est la réglementation. Alors je vais vous mettre ici ce que c'est qu'un pneu hiver. Donc vous avez vu, il y a des petits symboles. Il y a le symbole M plus S ou alors MS et MES, mais vous avez aussi ce petit symbole alpin là aussi, avec le petit flocon de dessiné. Est-ce que cette signalisation impose de mettre les chaînes à neige? Non, ça n'impose pas de les mettre, parce que pendant toute la période hivernale, il n'y aura pas tous les jours de la neige sur ces routes-là. Donc vous devez pouvoir avoir des chaînes à neige à mettre sur vos roues motrices, mais vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ensuite, est-ce que ça impose d'être équipé de pneus neige sur les 2 roues motrices? Non, ça impose pas d'être équipé sur les 2 roues motrices. Ça impose donc les pneus hiver, les symboles que je vous ai donnés tout à l'heure, sur les 4 roues de votre véhicule. Donc là, c'était réponse B et D. À ce propos, toutes ces informations-là, je vous les envoie par mail. Pour ceux qui veulent profiter encore plus de mon aide, et ça toujours gratuitement, je vous envoie un mail par jour avec plein d'informations sur tout ce qu'il faut savoir pour l'examen de code, les erreurs à ne pas faire, les choses à connaître absolument. Donc tous les matins à 8h, vous recevez un mail. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas, regardez en commentaire. Je vous ai laissé un commentaire avec justement le lien à cliquer dessus. Vous me laissez votre adresse mail et hop, c'est parti. Vous allez recevoir, comme les autres, un mail par jour pour vous aider. Je roule déjà à 30 km/h. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors 30 km/h, ça peut nous sembler lent, mais dans certaines situations, ça peut aller très très vite, trop vite par rapport au contexte. Alors ici, vous voyez, il y a de la neige, avec un sol qui est quand même vraiment glissant, parce qu'il y a de la neige au sol. Donc là, je risque très vite de faire des glissades, et donc de perdre la maîtrise de mon véhicule et de rallonger mes distances de freinage, d'accord? Et en plus de ça, vous avez vu, il y a une portière ouverte, avec un enfant qui est ici. Est-ce qu'il va sortir? On ne sait pas. Donc là, c'est un danger immédiat. Donc il y a un fort risque d'accident en fait. Donc je vais ralentir au cas où il descend du véhicule et pour éviter une glissade. Donc c'était réponse A. En cas de freinage brutal, ces objets posés sur la plage arrière peuvent devenir des projectiles dangereux. Réponse A. Sont inoffensifs. Réponse B. Sont toujours arrêtés par les appuis-têtes. Réponse C. Ah oui, même en cas de freinage brutal, pas uniquement en cas d'accident, dès que vous allez freiner, donc tous les objets qui sont sur la plage arrière auront tendance à être projetés vers l'avant. Et c'est pas forcément les appuis-têtes qui vont arrêter, ça peut passer entre les appuis-têtes ou entre les 2 sièges. Donc attention, ça peut devenir très lourd même. Pour vous donner un exemple, un objet qui pèse 1 kg, il peut atteindre déjà 10 kg à 50 km/h et jusqu'à 40 kg à 100 km/h. Donc ne laissez jamais des choses qui peuvent être projetées dans votre voiture. Mettez-les dans le coffre. Donc réponse A. L'ABS est un dispositif de sécurité. Passive, réponse A. Active, réponse B.
L'ABS, c'est un système qui vous empêche de bloquer les roues si vous freinez trop fort. L'ABS va donc permettre de limiter le risque d'accident. Ensuite, la sécurité passive, ça intervient après l'accident, une fois que l'accident est passé. Je vous donne un petit moyen mémotechnique pour retenir. Passive, accident passé. C'est-à-dire que par exemple, vous avez votre voiture qui heurte autre chose, elle s'arrête net. Votre ceinture de sécurité, ça sera un élément de sécurité passif parce que après l'accident, vous risquerez d'être projeté. Ensuite, vous avez la sécurité active qui, elle, va agir pour limiter le risque d'accident ou même des fois éviter l'accident. Donc l'ABS, c'est bien un dispositif de sécurité active parce qu'elle empêche le blocage des roues. Donc réponse B. En plus des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de répondre à cette question, hein, vous n'oubliez pas, n'hésitez pas à refaire les séries là où vous avez fait des erreurs. Ça vous permet de bien progresser, donc notez bien les questions où vous avez fait une erreur, apprenez-les et revoyez-les ensuite. Comme dans les astuces que je vous propose, vous savez, les petites astuces gratuites que je vous propose en bas en description ou en commentaire. N'hésitez pas à en profiter d'ailleurs parce que ça vous aide vraiment. Alors, ici, on circule donc de nuit, il n'y a pas d'éclairage, pas de lampadaire d'allumé, donc je peux mettre mes feux de route, parce qu'en plus de ça, il n'y a personne en face. Ça, sont les deux conditions pour pouvoir mettre les feux de route. En plus des feux de route, est-ce que je peux utiliser les feux de brouillard avant? Ça, vous devez le savoir et à apprendre par cœur. Donc, si vous ne savez pas, vous le notez sur une petite fiche et vous l'apprenez par cœur. Pour les feux de brouillard avant, je n'ai le droit de les mettre en complément des feux de route que en cas de route étroite et sinueuse. Ici, la route, elle n'est pas étroite du tout, elle est large et elle n'est pas sinueuse. Sinueuse, je vous rappelle, c'est quand ça tourne, quand il y a des virages. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas utiliser mes feux de brouillard. Réponse B. Dans la première année, un conducteur novice perd son permis dès la première infraction, en cas de franchissement de la ligne continue. Réponse A. D'alcoolémie positive. Réponse B. De délit de fuite. Réponse C. Alors, le franchissement d'une ligne continue, c'est sanctionné de 3 points sur son permis de conduire. Donc, ce qui veut dire qu'il lui en reste la moitié. Il lui en reste plus que 3. Donc, il doit alors, dans ce cas-là, effectuer un stage de sensibilisation de 2 jours. Ensuite, pour l'alcoolémie positive, donc, il faut savoir que dès 0,2 g par litre de sang, ou 0,1 mg par litre d'air expiré, un jeune conducteur peut perdre son permis dès la première infraction, puisqu'il perd 6 points. Donc là, tout est enlevé. Et ensuite, il y a le délit de fuite. Ça a de lourdes conséquences. Il risque un retrait de 6 points sur son permis de conduire. Et là, c'est invalidé aussi. Et en plus de ça, il y aura une amende de 75 000 € maximum, et ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Donc là, c'était réponse B et C. Je m'engage, réponse A, ou j'attends, réponse B. Alors, on va analyser un petit peu ce qui se passe. Vous avez vu, moi, je circule sur une chaussée qui n'est vraiment pas large du tout. Donc, je n'ai pas de quoi m'écarter en cas de problème. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils ont un trottoir qui n'est pas très large non plus. Et les deux vont se croiser. Donc, celui-ci, il risque de s'écarter parce que l'autre arrive en face. En plus, celui d'en face va rencontrer un sac poubelle au sol.
Donc il va devoir s'écarter un petit peu. Donc ça va faire ça, lui s'écarte. Du coup, celui-là va être obligé de s'écarter. En plus de ça, il marche à ras de ma chaussée, hein, au bord du trottoir, donc il pourrait perdre l'équilibre, mais il risque fortement de mettre un pied sur la chaussée au moment où les deux piétons vont se croiser. Moi, je n'ai aucune possibilité de m'écarter, donc je ne peux pas faire mes 1 mètre minimum là. Il y a 1 mètre, vous savez à faire, hein, puisqu'on est en agglomération. Donc moi, je ne peux pas faire mes 1 mètre latéral de sécurité pour pouvoir dépasser ces piétons-là en toute sécurité. Donc il est préférable de les laisser finir de se croiser. Et moi, je vais ralentir. Et une fois qu'ils auront fini de se croiser, je vais pouvoir passer en toute prudence. Hein, je me méfie des piétons malgré tout, hein, d'accord ? Mais je vais pouvoir ensuite passer. Donc dans un premier temps, j'attends qu'ils se croisent. Donc réponse B. Le stationnement sur ces deux emplacements sont gratuits, réponse A, payants, réponse B, à durée limitée, réponse C. Alors, vous avez vu, le marquage au sol est de couleur bleue. Quand c'est de couleur bleue, c'est qu'on est dans un stationnement où c'est gratuit, mais que c'est aussi quand même à durée limitée. C'est-à-dire que vous devez mettre un disque de stationnement, vous y mettrez votre heure d'arrivée et vous aurez de l'autre côté votre heure de départ. En règle générale, c'est limité à 1h30 dans les agglomérations, c'est souvent ça. Donc là, est-ce que c'est gratuit? Oui, réponse A. Est-ce que c'est à durée limitée? Oui, réponse C. A et C. Je trouve cette signalétique sur les boîtes de médicaments. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque j'arrête mon traitement, je peux conduire à nouveau sans problème. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce sont en effet des pictogrammes qu'on retrouve bien sur les boîtes de médicaments. Et vous avez vu, il y a 3 niveaux de risque. Donc lorsque j'arrête un traitement, les effets peuvent perdurer aussi plusieurs jours, parce que l'organisme s'accoutume aux médicaments. Et donc lorsque je cesse le traitement, mais il convient de rester prudent, hein, et voire même de consulter un médecin dans le cas d'un logo numéro 2 ou de niveau 3. Donc là, c'était réponse, je trouve cette signalétique sur les boîtes de médicaments, réponse oui. Voilà. Et lorsque j'arrête mon traitement, je peux conduire à nouveau sans problème. Eh bien, non, hein, en fonction de votre niveau de surveillance. Voilà. Donc réponse A, D. Le sommeil au volant menace particulièrement. Si la conduite est monotone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si mes passagers discutent avec moi. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors sur autoroute, pour vous donner un exemple, hein, ça représente quand même 20% des accidents mortels, hein, la somnolence. Donc ça peut vite arriver. Surtout si la conduite est monotone. C'est pour ça que je vous parle de l'autoroute, par exemple. Par contre, si mes passagers discutent avec moi, ça va quand même me maintenir un peu plus en éveil. Donc là, c'était réponse A et D. Je risque une amende si je transporte une personne non ceinturée âgée de 12 ans, réponse A, 16 ans, réponse B, 18 ans, réponse C, 21 ans, réponse D.
Donc c'est pareil, je vous conseille de le noter parce que c'est une question qui a tendance à revenir souvent. Vous êtes responsable pour tous ceux qui sont mineurs, c'est-à-dire qui ont moins de 18 ans. Donc pour tous les passagers qui ont moins de 18 ans. Là, vous aurez une amende dans ce cas-là. Donc c'était réponse A et B parce que ces deux-là ont moins de 18 ans. Il est préférable d'attacher son chien avec une ceinture de sécurité spécifiquement adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Même si c'est trop mignon de voir un chien attaché comme ça reste dangereux parce que un chien, on ne connaît pas ses actions, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il va peut-être d'un seul coup passer sur vos genoux et vous gêner dans la conduite. Et puis si en cas de gros freinage aussi, le chien peut être éjecté aussi de la voiture. Donc pour sa sécurité et pour la nôtre, parce qu'en étant éjecté, il peut nous percuter par exemple la tête. Pour sa sécurité et la nôtre, il existe, vous voyez, des systèmes de ceinture avec des harnais, de manière à ce que le chien ne nous mette pas en danger et ne soit pas en danger non plus. Donc là, c'était la réponse A. En cas d'incident, l'information peut être communiquée par des panneaux à messages variables. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la radio. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il faut savoir que dans les longs tunnels, vous avez toujours des caméras d'observation pour voir s'il y a les accidents, pour gérer tout ça, avec des postes d'issue de secours ou d'appel d'urgence. Mais vous avez aussi des fois des panneaux à messages variables, vous savez, des grands panneaux qui sont mis en hauteur ici, là, à ce niveau-là, avec des indications pour vous dire stop accident, donc veuillez prendre l'issue de secours, enfin voilà. Donc vous avez des indications souvent à l'intérieur des tunnels. Mais vous avez aussi, et c'est signalé à l'entrée, ils vous mettent sur quelle onde vous devez vous mettre sur la station de radio pour trouver la radio qui émettra à l'intérieur du tunnel. Alors, ça n'émettra pas votre station de radio préférée, hein, ça sera uniquement une radio qui est destinée à l'information qu'il y aura dans le tunnel pour vous prévenir en cas d'accident. Donc là, en cas d'incident, l'information peut être communiquée par des panneaux à messages variables, oui, et par la radio, oui aussi. Donc c'était réponse A et C. La circulation va se faire sur la voie de gauche, réponse A, sur l'autre chaussée, réponse B. Donc ici, en fait, il fallait pas confondre la voie et la chaussée. Alors, qu'est-ce que c'est que la chaussée? La chaussée, c'est la route sur laquelle on roule. Et là, vous voyez, elle est séparée par un terre-plein central. Donc, en fait, il y a une chaussée ici et il y en a une autre de l'autre côté. Donc, ça s'appelle une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Une chaussée, une deuxième chaussée ici, de l'autre côté, ceux d'en face. Donc, est-ce que moi je vais devoir changer de chaussée? Non, je n'ai pas à changer de chaussée. Sinon, ça serait ce panneau-là. Ensuite, est-ce que je dois changer de voie? Dans 600 mètres, on nous dit que la voie de droite, eh bien, elle s'arrêtera et on devra emprunter la voie de gauche. Donc, il faudra en effet circuler sur la voie de gauche tout à l'heure. Donc, c'était réponse A. À 150 mètres, je céderai le passage à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc ce panneau, c'est un panneau de danger, ça vous devez le savoir par cœur absolument, pas faire d'erreur du tout là-dessus. Et ça nous annonce un système de priorité à droite. Ça veut dire que tous ceux qui viennent de la droite ici, je devrais les laisser passer, parce qu'ils viennent de ma droite. Ceux qui viennent de gauche, là, d'ici, ben moi je viens de leur droite, je serai à leur droite. Donc ils devront me laisser passer. Donc tout le monde doit laisser passer sa droite, sa propre droite. Donc à 150 mètres, est-ce que je céderai le passage à droite? Oui, réponse A. À gauche, non. Réponse D. Si vous avez du mal avec ce genre de signalisation, regardez la vidéo avec les questions que je vous ai faites que sur les règles d'intersection où je prends le temps de bien vous expliquer tout ça. Il est important de déneiger le toit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors la neige qui est au-dessus là, si vous l'enlevez pas, quand vous allez rouler, l'habitacle va se réchauffer et donc la surface de la neige qui est en contact avec l'habitacle risque de fondre. Ce qui fait que soit ça peut glisser un peu vers l'avant et donc vous recouvrir complètement le pare-brise avant et là c'est très dangereux, vous ne verrez rien. Soit ça va fondre et ça va être avec la vitesse propulsé vers l'arrière et c'est le véhicule qui conduit derrière qui va tout se prendre. Ça peut même casser un pare-brise. Donc il est important de déneiger le toit. Oui, réponse A. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés si elle n'est pas équipée de vitres teintées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si elle est équipée de vitres teintées. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors il faut savoir que par exemple si on atteint presque les 35-40 degrés, en 10 minutes à l'intérieur de la voiture, on peut atteindre les 60 degrés. C'est énorme. Alors surtout, ne laissez pas un enfant à l'intérieur d'une voiture qui ne serait pas capable d'ouvrir les vitres, ni un animal, surtout pas. Là, il risquerait l'enfant d'être complètement déshydraté, de perdre connaissance et de décéder carrément. Je pense que vous entendez ça de temps en temps aux informations. Donc, oui, on peut dépasser les 60 degrés, même en plein soleil. Même si, que ce soit vitre teintée ou pas teintée, c'est dans les mêmes conditions, quasiment. Donc là, c'était réponse A et C. Pour parcourir les derniers kilomètres, malgré la fatigue, je ferais mieux d'ouvrir la fenêtre, réponse A, de rouler plus rapidement, réponse B, de faire une pause, réponse C, de monter le son de la radio, réponse D. Quand l'organisme est fatigué, c'est que l'organisme il ne peut plus lutter. Alors la seule solution, c'est de faire une pause. Comme ça permet à l'organisme de récupérer. Parce que sinon, vous risquez d'entrer dans des phases de micro-sommeil, c'est-à-dire que vous endormez, vous en rendez même pas compte. D'ailleurs, c'est conseillé de faire une pause au moins toutes les 2 heures pendant 15 minutes. Ça, c'est pareil, vous devez le savoir absolument. Donc c'était réponse C. J'ai raison de me rapprocher avant de dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on a le droit de dépasser. Le marquage au sol nous autorise à dépasser. Mais par contre, plus je me rapproche du tracteur pour le dépasser, moins j'aurai la visibilité en face. Là, je vois de moins en moins bien si je m'approche.
parce que là, ce véhicule-là, il est volumineux, il me cache de la visibilité. Par contre, si je reste en retrait, donc un peu plus en arrière, bah là, j'aurai une meilleure visibilité pour voir ce qui se passe en face et pour estimer si j'ai le temps de dépasser ou pas. Et en plus de ça, j'aurai des distances de sécurité par rapport à ce tracteur-là. Donc, ça a plein d'intérêt de garder mes distances. Donc, j'ai raison de m'approcher avant de dépasser? Non. Réponse B. 40% des accidents mortels chez l'enfant passager surviennent lors des trajets inférieurs à 3 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, c'est vrai. 40% des accidents mortels, ça survient souvent dans les 3 premiers kilomètres. Et souvent parce que il y a aussi les parents qui n'attachent pas dans les 3 premiers kilomètres. Il faut toujours attacher votre enfant dans son siège, même si vous faites des petits trajets. Donc là, c'était réponse A. Je ralentis et je m'écarte. Réponse A. Ou je m'écarte uniquement. Réponse B. Donc on observe le marquage au sol, là, nous autorise à nous écarter franchement si on a un obstacle sur la chaussée. C'est pas une bande blanche où on doit juste franchir. Là, on peut s'écarter complètement. Le problème, c'est que on arrive sur un virage, vous voyez ici, et il n'y a pas de visibilité. On ne sait pas si un véhicule va arriver en face. En plus de ça, il y a un risque important que cette personne-là, vous avez vu, il y a de la neige, c'est un petit peu verglacé, on le voit ici. Il pourrait très bien glisser et tomber et se retrouver un petit peu au milieu de la chaussée. Donc le fait de m'écarter ne suffit pas parce que je dois pouvoir être capable de freiner pour si il chute, il glisse ou si quelqu'un arrive en face. Donc là, dans ce cas-là, je ralentis et je m'écarte, mais surtout je ralentis bien pour pouvoir être capable de m'arrêter à temps si lui tombe ou si un véhicule arrive en face. Donc là, c'était réponse A.